Kidnapping, bêtes sauvages et personnalités multiples, c'est l'instant jumpscare et je vais vous parler du film Split, sorti en 2017 et réalisé par M. Night Shyamalan. Premièrement, un mot sur le réalisateur. J'ai des sentiments un peu mitigés par rapport à son travail, parce qu'il a sorti de très bonnes œuvres comme Sixième Sens, Le Village, ou encore la première saison de la série Bob Pine, sortie en 2014. Mais il a aussi fait des œuvres pour le moins discutables, comme notamment Avatar, le dernier maître de l'air. Bon, après, c'est pas le seul problème de ce film, mais on n'en parlera pas ici. The Visit, film d'horreur qui repose sur un principe un peu usé et bancal. Et Signe, qui était juste... Mais c'est pour ça que même si la bande-annonce m'avait donné vraiment envie d'aller le voir, et que, James McAvoy, tout simplement, j'y suis allée avec un certain doute et une certaine appréhension. Et même si j'ai beaucoup aimé Split, j'ai 2-3 trucs à dire dessus. Claire fête son anniversaire au resto avec sa copine Marcia et Casey, ou Morgan si vous préférez, la chelou de la classe qu'elle a invitée par pitié. En repartant du resto, le père de Claire se fait attaquer par Kevin, ou professeur Xavier si vous préférez, qui enlève les 3 jeunes filles et les séquestre dans une cave. On passe donc en gros le film à regarder les jeunes femmes tenter de s'échapper et faire connaissance avec quelques-unes des 23 personnalités de Kevin, et à assister aux séances de psychothérapie de Kevin. Le principe du film en lui-même est bon, je trouve, et il est vraiment très bien rythmé. L'angoisse et les jumpscares sont vraiment bien dosés. De ce point de vue-là, j'ai rien à dire, la réalisation est vraiment bonne, mais j'ai un problème en fait avec le fond du film. Premièrement, j'aimerais revenir sur le rapport qu'entretient le film avec les maladies psychologiques et en particulier celle de Kevin, donc les troubles dissociatifs de l'identité, et qui est en gros le point central du film, la raison d'être du film. Évidemment, c'est pas la première fois dans l'histoire du cinéma que de telles maladies, de tels troubles sont au centre et sont les raisons d'être de films. On peut citer, je sais pas, Psychose d'Hitchcock, on peut citer Shutter Island, Fight Club, Le Machiniste, et c'est quelque chose qui peut très bien marcher, ce qui peut être une bonne comme une mauvaise chose. Je m'explique. Dans le cas de Split, je trouve qu'on revient à un traitement du trouble dissociatif de l'identité vraiment, on va dire, basique. C'est-à-dire que c'est celui qu'on retrouve depuis très longtemps dans des œuvres classiques comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que on n'a même pas la dissociation de l'identité seulement, on l'a, comme le suggère le film et comme le dit carrément le film d'ailleurs, l'identité et la personnalité qui influent aussi sur la physiologie et l'aspect physique de la personne. C'était le principe du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Après, c'était pas tant un problème d'ordre psychologique qu'un problème scientifique, c'est-à-dire que Dr. Jekyll a fabriqué une boisson qui le transforme en Mr. Hyde et tout. Mais et là, quand on compare ça à Split, on remplace en gros la potion que boit et qu'a concocté Dr. Jekyll par les traumas qu'a subi Kevin et qui donc l'a amené à créer et à avoir toutes ces personnalités multiples. Mais ce postulat pose quand même
2-3 problèmes. Ça pose des problèmes parce que on sort en fait du domaine psychologique pour passer dans le domaine fantastique. Par exemple, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, encore une fois, n'a jamais dit que c'était une maladie vraie et reconnue par des scientifiques, etc. Et n'a jamais posé la potion fabriquée par Dr. Jekyll en tant que réelle. Et donc du coup, tout ce récit, bien que très bien décrit, que ce soit dans l'œuvre originale, le livre, ou alors dans les nombreuses adaptations au cinéma, même si c'est très très réel et très très bien écrit, donc ça s'ancre pas dans la réalité, ce qui n'est pas le cas de Split. C'est-à-dire que tout au long du film, on part du principe que les dissociations de personnalité sont une vraie maladie reconnue, enfin, tentant d'être reconnue et comprise par le corps médical. Et j'ai un peu un problème avec ça, parce que, premièrement, en fait, j'allais dire que c'est pas comme ça que ça marche, un trouble de la dissociatif de la personnalité, mais je suis en aucune position de le savoir. Mais justement, c'est ça le problème. Personne ne le sait. Les scientifiques et le corps médical et les psychanalystes et les psychologues s'arrachent les cheveux dessus parce que on ne sait pas comment ça fonctionne en fait. Et le fait de dire qu'un humain peut faire ça et l'ancrer autant dans la réalité, le baser dans un cadre vraiment réel avec les visites chez le psychologue, la psychologue qui essaye de faire son possible pour comprendre Kevin et ses personnalités et qui essaye de aussi se faire entendre par ses confrères. Ouais, ça pose un problème parce que du coup, le moment où le film part dans le domaine fantastique, ça n'est plus cohérent. Il n'a plus la liberté de le faire, en fait. C'est-à-dire que quand ce qui est en gros le climax du film, c'est-à-dire que le truc que tout le monde attend, quand la 24e personnalité de Kevin, c'est-à-dire la bête, se réveille, on n'est pas prêt pour ça. C'est-à-dire qu'on est prêt, on l'attend, mais on n'est plus dans l'état d'esprit qui fait que on était prêt à l'accepter, en fait, à accepter sa venue. Parce que ça n'est plus réel en fait, ça n'est plus on part dans le domaine du fantastique et on se détache de l'ancrage à la réalité que tout le film était censé faire, en fait tout le cadre, l'étude de la personnalité, les personnalités multiples avec chacune leur raison d'être, etc. Tout ça c'était à peu près réel et on va dire à peu près cohérent. Et là, la bête arrive par-dessus tout ça, et ça n'a plus de raison d'être, en fait. C'est surtout ça qui m'a dérangée en premier. Et surtout le fait que le film se contredit un peu, parce que on nous fait comprendre dès le départ que quand la bête arrive, en gros, ça transcende toutes les identités de Kevin. Kevin oublie qui il n'est plus que la bête. Et que ça a même des incidences sur sa physionomie. Et c'est quelque chose qui est répété tout au long du film, pour Kevin comme pour d'autres patients mentionnés par son médecin. Sauf que si les personnalités ont le pouvoir d'affecter la physionomie de quelqu'un, pourquoi, dans ce cas, les 23 autres personnalités de Kevin n'ont-elles pas affecté sa physionomie? Par exemple, on peut voir dès la bande-annonce, donc je ne pense pas spoiler, que une des personnalités de Kevin est un enfant. Même si on a fait, ça se voit, un travail pour le rendre le plus enfantin possible, que ce soit avec les vêtements, etc. Et puis le jeu de James McAvoy qui est juste au-dessus de tout, en fait. Pourquoi ne pas avoir essayé de faire des changements physionomiques à son apparence? Pareil pour le personnage de Patricia,
qui est censé être un personnage plutôt féminin et maternel. Pourquoi ne pas avoir joué sur ça pour apporter de la cohérence pour ce qui est l'aspect justement des changements physionomiques qui sont rendus possibles par ce trouble. C'est surtout ça qui m'a dérangée. Pourquoi ça peut avoir un aspect, ajouter un aspect fantastique et un peu plus puissant à la personnalité de la bête. On pourrait se dire justement, c'est une identité tellement forte et tellement puissante que seule elle a le pouvoir d'avoir vraiment une emprise sur le corps, l'aspect physique de Kevin. Mais je sais pas, ça c'est fin en fait comme explication. Ça a un goût, pas vraiment de paresse, mais c'est un peu facile. Je trouve ça un peu facile. Et puis justement le fait aussi de se baser autant sur une maladie mentale pour faire un film, ça suppose qu'on est prêt à éveiller une crainte, que ce soit dans le film ou chez le public, de tels troubles en fait. Et je me dis, je sais que, enfin du moins je l'espère, qu'en 2017, en sortant de la salle, les gens vont pas se munir de fourches et bâtir des bûchers pour brûler toutes les personnes atteintes de troubles mentaux relatifs aux personnalités multiples, à la schizophrénie et tout ce qu'ils peuvent englober par bêtise dans ce domaine-là. Mais c'est quand même dangereux, faut l'admettre, c'est quand même dangereux comme postulat de présenter quelqu'un qui est censé être malade comme dangereux. Et je pense que peut-être qu'on aurait pu faire un effort de ce point de vue-là, histoire que en sortant de la salle, les gens ne commencent pas à regarder toutes les personnes ayant des maladies mentales bizarrement et avec méfiance, parce que ce sont des maladies avant tout. Et ça ne fait pas d'elles des êtres surnaturels ou des gens dangereux et des serial killers. Il fallait bien que ça soit dit. Un autre problème que j'ai avec ce film, c'est sa morale. Les dernières minutes du film, où donc Casey sort vivante, la seule vivante de l'éveil de la bête, pour la simple et bonne raison que on voit sur son corps les marques de scarification qu'elle s'est faites, ou les blessures que lui a infligé son oncle, qui est son gardien légal depuis la mort de son père. Marques qui sont du coup le signe d'abus physiques, voire même sexuels, comme le sous-entend assez lourdement le film. Et au moment de l'attaquer, la bête donc voit ces marques et décide de laisser partir Casey parce qu'elle l'a souffert, et donc elle est digne d'être sauvée, d'être épargnée. Et j'ai vraiment un problème avec ça, parce que je dirais pas que ça fait l'apologie ou que ça glorifie la souffrance et l'abus, mais on n'était pas obligé de partir du principe que parce que Casey a souffert et que c'est visible, elle mérite d'être sauvée. Ça veut dire qu'en gros, si Casey s'en sort, elle doit remercier son oncle d'avoir abusé d'elle physiquement, voire même sexuellement, pour ne pas être morte aux mains de la bête en fait. Et ça pue, personnellement, pour moi ça pue. Parce que depuis le début, quand même, il faut dire que la meuf s'en sort très bien, que ce soit par ses facultés justement de survie qu'elle a pris à la chasse avec son père et son oncle, ou même justement des mécanismes de défense qu'elle a développés justement en étant dans un foyer abusif. On aurait pu en rester là, on aurait pu faire en sorte qu'elle s'en sorte,
Et grâce justement à tout ça, et se dire, bon, oui, elle vient d'un foyer abusif, elle a subi des choses, ça lui a donné les armes nécessaires pour se défendre, que ce soit physique ou psychologique, ou voilà. Et on aurait pu en rester là. Là, le fait de voir ces cicatrices et de dire, ah, bah, tu as souffert, tu mérites d'être sauvé, c'est quand même limite. Et enfin, je voudrais revenir sur les dernières minutes du film, qui laissent, notamment avec l'apparition de Bruce Willis, présager d'un Split 2. Et j'ai une question. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire qui justifierait une suite à ce film, en fait ? Je vois pas quelle piste pourrait être explorée, sachant que le passé de Kevin, je pense pas qu'il soit intéressant au point de plonger dedans pour en faire une préquelle, peut-être. Je vois pas ce que Kevin pourrait faire de plus dans un Split 2. Je vois pas ce que Bruce Willis aurait à faire avec James McAvoy dans Split 2. Et c'est beaucoup de questions auxquelles on devrait avoir la réponse, je crois, en 2018, de ce que j'ai vu. Mais ouais, je pense que c'était bien en film one-shot, à peu près. Je pense que c'était bien en film one-shot, pour dire les choses comme ça. Mais je pense pas qu'une suite soit forcément nécessaire. Après, je dis ça aussi parce que, encore une fois, j'ai des avis mitigés par rapport au travail de Shyamalan. Peut-être que je serais pas déçue par ce film, peut-être que j'aurais le même avis, ou peut-être un avis encore plus positif, mais en attendant, j'irai avec encore plus de méfiance que pour Split. Voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que je pense pas forcément avoir un avis hyper déjà figé sur la question, donc je serais contente d'en débattre. Et je pense pas avoir forcément un avis hyper ni populaire ni impopulaire, donc ça serait cool d'en parler. Si ça vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur Facebook et Twitter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!